Bonjour, bonjour à tous et aux premiers participants qui sont déjà connectés. Je vous remercie déjà d'être là et bien ponctuels. On va attendre quelques 2-3 minutes que les autres participants nous rejoignent et puis on démarrera le webinaire assez rapidement. Je vais certainement le répéter après qu'on ait démarré, mais je vais déjà le dire pour les participants qui nous rejoignent, c'est que le webinaire est enregistré. Et donc, si vous utilisez votre caméra ou que votre micro n'est pas coupé, vous risquez d'apparaître dans l'enregistrement. Et pour la bonne tenue de la session, je vous invite donc à ne pas allumer votre caméra ni votre micro. Euh, Si vous le faites, en tout cas, sachez que ça fera partie de l'enregistrement. Voilà. Par contre, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat et même éventuellement à vous présenter si vous le souhaitez. C'est Michel Tindano qui est connecté? Michel, est-ce que tu nous entends? Normalement. Et il est 14h33. Je propose que peut-être on démarre. Et certainement d'autres participants nous rejoindront dans les minutes qui suivent. Mais pour éviter de prendre trop de retard, on va démarrer la session sans plus tarder. Tout d'abord, bienvenue à tous, les participants bien sûr, mais aussi les différents intervenants pour cette session qui porte sur l'évaluation de l'impact d'un plan de déplacement urbain, et notamment en matière des émissions de gaz à effet de serre. On va étudier en détail le cas du Grand Sousse en Tunisie qui a utilisé le calculateur d'émissions de gaz à effet de serre de Mobilize Your City euh, dans le cadre d'un projet d'appui avec le European Transport Project, Euromed, pardon, Transport Support Project. Alors, voilà, donc cette formation est développée dans le cadre du partenariat Mobilize Your City, dont les bailleurs de fonds principaux sont l'Union européenne, l'Agence française de développement et les ministères allemands de la coopération économique et du développement et de l'environnement, de la nature et de la sécurité nucléaire. Nous sommes également financés par le ministère de la Transition écologique français et par le Fonds français pour l'environnement mondial. Et la formation est développée donc en collaboration avec Euromed, le Transport Support Project. Et je vous invite en tout cas, si vous souhaitez en savoir plus sur le partenariat Mobilize Your City, sur notre offre de formation, à consulter notre site internet, donc www.mobilizeyourcity.net/fr si vous souhaitez accéder directement à la version française. Euh, Quelques petites remarques pour cette session. Donc, je vous invite à vous assurer que votre micro et votre caméra sont éteints. Je pense qu'il y a un participant qui a sa caméra allumée, à moins que vous soyez évidemment un intervenant. Notez que cette session est enregistrée et si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement, bien sûr, faites d'autant plus attention à garder votre caméra éteinte. Si vous avez des questions, et j'espère que vous aurez des choses à dire, hein, que ce soit des remarques, des suggestions ou des questions simplement pour nos intervenants, je vous invite à les poser dans le chat. Nous les aborderons dans la session questions-réponses qui aura lieu à la fin du webinaire. Bien sûr, n'hésitez pas à communiquer, partager vos idées, etc. Cette session, comme toutes les autres sessions Mobilize Your City Mastering Mobility Series, vise à atteindre un certain nombre d'objectifs d'apprentissage, principalement
comprendre l'importance de la quantification des émissions de gaz à effet de serre sur la mobilité urbaine pour évaluer le potentiel d'atténuation climatique ou de mitigation de la transition du transport urbain vers un modèle plus durable. Deuxièmement, identifier les données nécessaires pour pouvoir calculer ces émissions de gaz à effet de serre dans la mobilité urbaine et faire des projections de scénarios futurs. Et troisièmement, comprendre comment utiliser un calculateur tel que le calculateur d'émissions de gaz à effet de serre de Mobilizer City pour harmoniser les efforts d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre entre les différents partenaires. Cette session se déroulera en 5 parties. Tout d'abord, ce petit mot de bienvenue et d'explication que je vous remercie d'assister. Il y aura une présentation de l'outil lui-même, le calculateur d'émissions de gaz à effet de serre de Mobilizer City. Et puis, M. Moez nous fera nous donnera un aperçu du plan de mobilité urbaine de la ville de Sousse en Tunisie. Et ensuite, on rentrera dans le détail de l'impact de ce plan de mobilité urbaine de Sousse en termes d'émissions de gaz à effet de serre via une présentation donnée par l'équipe du projet Euromed. À la fin du webinaire, je vous inviterai peut-être on aura l'occasion de revenir sur les questions-réponses des participants et de conclure la session. Les intervenants du jour sont Lorenza Tomazani, Émilie Ball et Julien Allaire, qui sont tous les trois membres de l'équipe du projet Euromed Transport Sport Project. On a aussi le plaisir d'avoir M. Moez, qui est le directeur général des services techniques et qui est le coordinateur technique, notamment du programme de développement urbain intégré. Et ensuite, moi-même, Vincent Larandel, qui suis responsable suivi et évaluation au secrétariat de Mobilizer City et qui m'occupe en particulier aussi du développement de l'outil de calcul, donc le calculateur d'émissions de gaz à effet de serre. Je vais donner la parole, peut-être avant de passer à la section suivante, à Lorenza Tomazoni et rendre le contrôle de la présentation. Voilà, par contre, Lorenza, je pense que tu es en mute. C'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Et merci au partenariat Mobilizer City d'avoir organisé ce webinaire et merci pour la collaboration qui a été très fructueuse, je pense, dans le cadre du projet Euromed Transport Support Project. Donc, il y a un projet financé par l'Union européenne et qui donc implique une grosse partie des pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient qui sont partenaires du projet, donc à travers les ministères du transport essentiellement, et qui a comme objectif de promouvoir la mobilité urbaine durable dans ces pays de la région donc Euromed. Comment on le fait? On le fait en accompagnant les acteurs locaux et nationaux à travers des assistances techniques, des formations, l'organisation à leur demande d'événements nationaux ou régionaux, pour favoriser aussi l'échange d'expériences entre les différents pays et entre les villes européennes et les villes de la région Euromed sur les questions donc, de planification, de développement de systèmes de transport plus durables. Donc, dans les objectifs un peu plus spécifiques, un des objectifs spécifiques, c'est justement la promotion et la diffusion de la méthodologie SUMP, donc Sustainable Urban Mobility Plans, pour aider les villes du Sud, en tout cas de la région Euromed, à s'engager dans le développement et dans des démarches de planification avec des horizons d'un peu plus long terme. Et pas juste avec une logique de travail de court terme, ce qui est très important, mais en accompagnant justement la nécessité d'avoir cette vision de long terme pour aller dans la bonne direction dès aujourd'hui. Et là, évidemment avec des objectifs, entre autres, de réduction des émissions de CO2 et de contribution donc aux objectifs climat globaux. Donc, je crois que je peux vous laisser la parole pour présenter donc les résultats de cette collaboration et puis je reste à disposition de toutes les participantes et participants pour si vous aviez des questions plus tard sur le projet. Merci. Et merci beaucoup, Lorenza.
Je vais reprendre contrôle de la présentation. Est-ce que c'est bon? Ok, voilà. Voilà, super, merci. Donc, je vais rapidement faire un petit aperçu donc de l'outil lui-même qui a été utilisé dans le cadre de ce projet. On est évidemment très fiers que cet outil serve non pas uniquement dans le cadre de la, des projections d'impact d'un plan de mobilité urbaine durable dans le cadre d'un contrat de consultance, mais également qu'il soit un outil participatif comme ça a été dans le cadre de ce projet, pour que tous les participants puissent bien avoir un aperçu de cette méthodologie. Donc voici quelques petites explications, si la slide veut bien changer. Voilà. Donc les émissions de gaz à effet de serre et donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au transport urbain sont un des 6 impacts fondamentaux que le programme, que le partenariat Mobilize Your City cherche à atteindre via ces actions et notamment le soutien à la planification de mobilité urbaine durable. Plus en détail, comment ça se matérialise finalement en termes de rapportage. C'est un indicateur donc, qui correspond aux agendas internationaux et notamment l'accord de Paris et, et l'action climatique organisée au niveau des Nations Unies. Et donc, il s'agit de la réduction des émissions de gaz à effet de serre annuelle, donc la manière dont ce calculateur travaille, en comparant un scénario SUMP, donc Sustainable Urban Mobility Plan, qui est donc le scénario climat, par rapport à un scénario business as usual, qu'on appelle aussi au fil de l'eau, ou alors parfois en anglais do nothing scenario. Donc, comparer si on prend cette action vis-à-vis de si on n'apprend pas. Et donc, on cherche à comparer, par exemple, ici, vous voyez dans un tableau, la baseline, qui est l'année de référence à laquelle on démarre finalement notre calcul avec des projections pour une année cible entre le business as usual et le Sustainable Urban Mobility Plan. À l'échelle du partenariat Mobilize Your City, nous cherchons à finalement agréger la somme de cet impact pour donner une idée de l'impact global du partenariat en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, la méthodologie de calcul. On a un membre de l'assistance qui a son micro ouvert et ça fait quelques petits parasites. Merci beaucoup, je vous invite à garder vos micros coupés. Donc cet outil et cette projection d'émissions de gaz à effet de serre peuvent être faites à plusieurs moments et notamment dans le cadre du cycle de plan de mobilité urbaine durable. Je vais utiliser SUMP, plan de mobilité urbaine durable, l'un pour l'autre, hein, donc je veux dire la même chose. Tout d'abord, dans la phase de diagnostic, c'est nécessaire, bien sûr, pour avoir une baseline pour les projections futures, une ligne de base, mais aussi pour contribuer au diagnostic de la mobilité. Donc cet outil permet vraiment de faire un diagnostic et d'identifier quels sont les modes de transport, quels sont quelles sont les composantes du système de mobilité urbaine qui contribuent le plus ou le moins finalement au bilan total des émissions de gaz à effet de serre au niveau de la ville. D'ailleurs, ce calcul peut aussi être fait au niveau du pays. On le fait, évidemment, c'est une slide en PDF, donc on n'a pas l'animation, mais dans le graphique que vous voyez ici à droite, il faut imaginer qu'il y a une courbe rouge qui suit une trajectoire qui est la business as usual, donc la trajectoire projetée si on ne faisait rien de spécifique, et puis une trajectoire verte qui est plus basse et qui est donc le scénario où on suit un plan d'action climat ou un plan d'action alternatif, effectivement. Et donc, ça se passe dans la phase d'un développement d'un plan de mobilité urbaine durable où on projette des scénarios et on essaye de définir quels vont être les objectifs pour ce plan de mobilité urbaine durable. Ensuite, une fois que ce plan est acté, il est approuvé par les autorités, il est mis en œuvre. Le suivi de la mise en œuvre peut se faire soit en utilisant ce même genre d'outils pour faire l'inventaire, pour répéter l'exercice d'inventaire au fur et à mesure que le plan est mis en œuvre dans les années suivantes, soit pour comparer peut-être une autre source d'information avec ce qui était projeté à l'origine au moment où ce plan a été adopté. Passer à la slide suivante. Désolé pour les petites différences de slide, mais comme j'ai un peu de délai entre le moment où je clique et le moment où la slide passe à la suivante, c'est pas évident. Donc, ce calculateur d'émissions est conçu autour de l'approche éviter, reporter, améliorer. On utilise souvent l'acronyme anglais Avoid, Shift, Improve, qui considère que les actions qu'on peut faire pour rendre la mobilité urbaine plus durable
peuvent se décomposer en des méthodes qui permettent d'éviter que des kilomètres ou des trajets soient faits, notamment via des transports qui nécessitent l'émission de gaz à effet de serre. Certaines mesures permettent de faire un shift, donc de reporter certains trajets d'un mode de transport vers un autre qui serait plus respectueux, par exemple, des engagements climatiques, donc qui émettrait moins d'émissions de gaz à effet de serre par personne transportée, par exemple, ou par tonnes de marchandises transportées. Et ensuite, des mesures qui permettent non pas de changer la manière dont la mobilité se fait, mais qui permettent de réduire l'impact de modes de transport existants. Donc, on parle ici d'amélioration, par exemple, du parc de véhicules, où des véhicules vont être remplacés par d'autres qui auront la même fonction, mais qui émettent moins de gaz à effet de serre. Si c'est peut-être un peu plus technique, mais ce modèle, en tout cas, étudie tous les transports qui sont réalisés dans les limites d'une ville. Et donc, quand un trajet, par exemple, commence à l'extérieur de la ville et rentre dans la ville, on le compte à partir seulement du moment où il rentre dans le périmètre étudié. C'est une convention de modélisation et il y a d'autres manières de faire, mais voilà, c'est celle-là qui est choisie dans ce cas-ci, comme c'est le cas aussi dans d'autres cadres internationaux. Je vais essayer d'aller un peu plus vite sur la suite, mais donc le calculateur d'émissions est un outil pour piloter et évaluer vos politiques, notamment par exemple un plan de déplacement urbain. Il est destiné à aider les autorités locales, régionales ou même nationales pour développer des modèles de calcul du profil d'émissions de gaz à effet de serre sur la base annuelle. Je répète un peu finalement ce que j'ai dit ici. Voilà. Quelques autres peut-être détails, peut-être un peu un rappel sur le calculateur d'émissions. En fait, il y a ça répète un peu ce que j'ai dit juste avant sur l'approche de Mobilize City, mais donc ce modèle, enfin, cet outil a vraiment été développé dans la même approche et il peut être utilisé donc au moment de l'inventaire, au moment de la définition d'un scénario business as usual ou d'un scénario climat. Je veux juste noter dans les notes de bas de page qui en fait ont leur importance, c'est que l'usage de cet outil nécessite énormément de données. Alors c'est un outil beaucoup plus simple que d'autres qui existent, mais ça reste finalement le principal défi de l'usage du calculateur d'émissions, c'est l'acquisition des données nécessaires. Et d'ailleurs, une slide suivante, la slide ici va vous donner un aperçu en fait de l'éventail de données qui sont nécessaires pour utiliser un tel modèle. Et bien sûr, le calculateur ne permet pas de deviner la population de la ville ou les données démographiques. Il faut donc les introduire en input. Et il s'agit principalement donc de données socio-économiques, donc je l'ai dit, des questions de population, de croissance de la population, liées aux questions d'activité économique, et deuxièmement, des données liées à la demande de transport. Donc, il faut quelque part avoir une idée de la demande de transport dans la ville. Et souvent, c'est beaucoup plus facile d'utiliser cet outil quand on a déjà réalisé un modèle de transport. Je vais le dire plus tard, mais de notre côté, on est bien conscient que c'est le principal défi dans l'usage de cet outil. Et on développe des alternatives pour permettre aux villes qui manquent de données de quand même utiliser l'outil en utilisant des proxys. Je reviendrai là-dessus à la fin de la présentation. Donc, la structure du calculateur d'émissions suit en fait un modèle de calcul d'activité de transport. Peut-être que je vais pas rentrer dans les détails de la première partie de la slide, mais juste porter votre attention sur ce qui est ici dans le cadre output. Vous voyez, performance de transport, c'est-à-dire le nombre de personnes kilomètres par tonne ou de tonnes kilomètres, par exemple, par véhicule kilomètre, les questions de kilométrage simplement, la répartition modale et les émissions de gaz à effet de serre. En fait, les trois premiers éléments sont des produits intermédiaires de l'usage de cet outil, mais qui sont quand même utiles pour la planification de la mobilité urbaine, parce qu'ils permettent de formaliser finalement dans un cadre dans un cadre bien précis, des données importantes pour la planification. Alors, je vais juste donner un petit exemple dans une ville en Amérique latine, la ville d'Antofagasta au Chili, qui a utilisé l'année passée le calculateur d'émissions pour, pour développer son plan de mobilité urbaine durable. Ce plan de mobilité urbaine durable prévoit notamment pas mal d'investissements ambitieux pour la marche à pied et le vélo. Et on voit ici juste un exemple de graphiques qui ont été produits par l'usage du modèle. Et vous voyez voilà, que l'usage du calculateur a permis de quantifier la contribution de chaque mode de transport dans le total des émissions de gaz à effet de serre. C'est le cadre ici en haut de la slide. Et donc, c'est vraiment un inventaire des émissions de gaz à effet de serre du moment. Et
Et dans le deuxième graphique, on peut voir l'évolution dans les années clés, donc ici 2019, 2020, 2025, 2030, 2040 et 2050, du différentiel entre le scénario BAU, donc pour rappel, c'est business as usual, c'est le scénario au fil de l'eau, et le scénario climat, qui en l'occurrence ici est la mise en œuvre du plan de mobilité urbaine durable. On peut voir que le graphique aussi sépare la partie en gris qui est relative au fret de marchandises, carga en espagnol, et la partie liée au transport de passagers qui est en violet. Peut-être, juste pour finir, on est évidemment très fiers que cet outil soit utilisé par la ville de Sousse. On sait aussi que cet outil est utilisé un peu partout ailleurs dans le monde. Et on le voit aussi au niveau de notre site internet où l'outil est disponible. On aura l'occasion peut-être de vous partager le lien si ce n'est pas déjà fait dans le chat. On se rend compte que c'est un outil qui suscite énormément d'intérêt et on pense que ça va continuer à être un outil utile pour l'avenir et c'est pourquoi il est toujours en développement. Donc, il y a un peu moins d'un an, on a développé une version qu'on appelle 1.4 qui justement permettait d'adapter les années de référence, de nouvelles possibilités de carburant, etc. Et là maintenant, on est en passe de sortir une nouvelle version qui devrait être finalement publique d'ici la fin du mois et qui permet aux utilisateurs de définir leur propre mode de transport. C'est quelque chose d'important dans les villes du Sud où parfois certains modes de transport sont vraiment endémiques, parfois informels et vraiment très spécifiques localement. Et donc, c'est quelque chose qui est proposé dans la nouvelle version de l'outil. Et alors, j'ai mentionné tout à l'heure le défi pour certaines villes d'utiliser des données d'avoir des données qui leur manquent. Et donc, on veut ici proposer avec la nouvelle version de l'outil une sorte de base de données d'exemples notamment sur les questions de consommation de carburant des véhicules, par type de véhicule et par région, ou pour les taux d'occupation des modes de transport collectifs, et qui permettent notamment à des villes qui parfois manquent d'un modèle de transport ou de données disponibles, d'utiliser quand même l'outil. Je vais passer à la suite, je pense que c'est la fin de ma présentation, et donc je vais redonner la parole à l'équipe. En fait, non, pardon, avant de finir, désolé, les slides mettent du temps à passer. N'hésitez pas, bien sûr, à consulter la documentation du calculateur et en fait à le télécharger. Il est disponible gratuitement et librement sur le site web, donc sur la plateforme de connaissances de Mobilizer City. Je pense qu'on a mis le lien dans le chat. Donc, vous avez notamment le calculateur lui-même, qui est un modèle en Excel, un manuel d'utilisation qui va également être mis à jour avec la nouvelle version du calculateur, des tutoriels vidéo et puis un document plus théorique finalement sur l'approche, sur le monitoring et le rapportage des émissions de gaz à effet de serre. Donc, je vous invite à consulter la documentation et à nous contacter si vous avez quoi que ce soit comme question ou requête supplémentaire à ce sujet. Je vous remercie en tout cas et je vais donner la parole à M. Moès pour la présentation du plan de mobilité urbaine de Grand Sousse. Voilà, merci. Alors, pardon, Monsieur Moès, veuillez m'excuser, j'ai une petite introduction à faire avant que vous preniez la parole. Bien sûr. Juste pour donner quelques éléments de cadrage au travail qui a été fait par la ville de Sousse et ses partenaires avec le plan de déplacement urbain, pour présenter, comme cela est fait à l'écran, en fait, la politique nationale de mobilité urbaine, la PNMU, qui a été réalisée sur une période de 2018-2020 de mémoire, avec le soutien de l'AFD et auprès du ministère des Transports, dans le cadre de Mobilizer City, avec comme objectif de définir une stratégie nationale pour la mobilité urbaine en Tunisie. Et celle-ci, évidemment, s'inscrit dans un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et donc contribue à la politique nationale tunisienne de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui se retrouve dans la NDC en anglais, donc en français on dira CDN, contribution déterminée nationale, qui est l'engagement que la Tunisie a pris dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique à Paris dans un premier temps, à l'accord de Paris en 2016, et puis qui a été mise à jour depuis, puisque tous les 5 ans,
cette NDC, après l'accord de Paris, devait être mise à jour. Et donc, Sousse a été la deuxième ville tunisienne, la deuxième agglomération tunisienne à développer un plan de déplacement urbain. La première était Sfax, d'avoir un PDU récent. Et je dois avouer qu'ayant été impliqué avec Transitech à la fois dans la réalisation du plan de déplacement urbain et dans la politique nationale de mobilité urbaine, il nous a semblé qu'il y avait un manque, et on a sollicité l'appui du projet Euromed Transport Support Project pour faire une petite assistance technique complémentaire qui permettait de faire un lien entre la planification territoriale de la mobilité à l'échelle du Grand Sousse et puis la politique nationale et la NDC pour essayer de quantifier les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce à la mise en œuvre du PDU et comment cela pouvait s'inscrire dans la NDC. Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de pays. Quand on lit les contributions nationales, et j'invite tous les experts transport à le faire, vous verrez qu'en fait, les projets de transport urbain, quels que soient les pays, sont généralement très peu présents, malgré le poids du transport dans les émissions de gaz à effet de serre, puisqu'au niveau international, on parle toujours de 25% des émissions de gaz à effet de serre anthropiques qui sont liées au système de transport. En fait, ce sont les véhicules qui émettent 25%, mais la construction des infrastructures représente une part non négligeable, donc c'est plus que 25% qui est dû au système de transport. Et de l'autre côté, on a des collectivités locales qui prennent des engagements qui sont souvent matérialisés par des documents de planification. Et pour le coup, c'est exactement la situation dans laquelle on était en Tunisie avec Sousse, qui achevait un plan de déplacement urbain d'un côté, et de l'autre, la politique nationale et la NDC qui venait d'être mise à jour. Et donc, la question qu'on s'est posée dans le cadre de cette assistance technique, c'était finalement dans quelle mesure le PDU de Sousse et les PDU d'une manière générale sont alignés avec les engagements nationaux. Et deuxièmement, donc ça c'est vraiment le côté bottom-up. Et puis le côté top-down, c'est finalement comment le PDU de Sousse pourrait bénéficier des engagements nationaux de la Tunisie en matière de climat et notamment de financements internationaux. Alors, Émilie, tout à l'heure, va vous présenter toute la démarche technique qui a été la nôtre pour réaliser cette évaluation des émissions de gaz à effet de serre avec l'outil, le calculateur de Mobilizer City présenté par Vincent juste précédemment. Et nous avons discuté ces hypothèses, nous avons présenté les résultats, nous avons enrichi grâce à un atelier que nous avons fait ensemble en janvier. Il y avait à peu près les mêmes intervenants qu'aujourd'hui, avec en plus une Fatia Neji, représentant du ministère des Transports, qui nous a présenté la PNMU. Alors, très rapidement, pour en arriver au cas de Sousse et laisser la parole à M. Moez, on est au niveau mondial sur une hausse très forte des émissions de gaz à effet de serre, vous le savez, et notamment une hausse qui est due à l'augmentation des émissions liées au transport, même si on a une forme de stabilisation des émissions de gaz à effet de serre par habitant. On est sur des engagements qui ont donc été pris dans le cadre de la COP21 à Paris, qui ne sont pas à la hauteur de l'objectif fixé dans une perspective de réduction des émissions de gaz à effet de serre mondiales. C'est-à-dire que à la COP21, il a été dit que l'humanité devait maintenir à 2 degrés, voire 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, la température moyenne du globe. Mais tous les engagements nationaux mis bout à bout qui ont été présentés à la COP21 ne parviennent pas du tout, selon les modèles, à cet objectif de 2 degrés. Et c'est ce que vous voyez ici à l'écran. On est sur un différentiel assez conséquent, de l'ordre de 15 gigatonnes de CO2, voire, si on veut atteindre 1,5 degré, 23 gigatonnes de CO2. Donc on est vraiment sur finalement, certes, l'accord de Paris a été un
un succès parce qu'il a permis de se donner un objectif chiffré en termes de perspective de réchauffement de la planète. Ça a été un engagement de tous les pays pour y contribuer, mais les contributions ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Il faut aller bien plus loin. En Tunisie, comme la plupart des pays qu'on appelle non annexe 1, donc les pays hors OCDE, disons rapidement, les émissions de gaz à effet de serre projetées se différencient en des émissions inconditionnelles, ou du moins des efforts inconditionnels pour réduire les émissions, pour maîtriser les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est la courbe rouge, c'est la courbe business as usual, pour reprendre l'expression anglaise. Et la courbe pointillée, c'est ce que la Tunisie fera indépendamment de toute condition posée auprès de ses partenaires internationaux. Et la courbe bleue, finalement, est ce à quoi la Tunisie s'engage en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, si les partenaires internationaux soutiennent son action de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. Donc on est sur un différentiel assez conséquent, de l'ordre de 18 millions de tonnes de CO2, donc de l'ordre de 30% si ma mémoire est bonne. Et donc nous, la question que nous posions, c'est finalement, alors que dans la NDC, il est dit que la moitié des émissions de gaz à effet de serre en Tunisie sont générées dans les zones urbaines, que le transport urbain a une part non négligeable de ces émissions réalisées dans ce secteur, quel est le rôle des métropoles, quel est le rôle des municipalités tunisiennes pour réduire le réchauffement climatique, comment elles peuvent contribuer et comment elles peuvent s'inscrire dans la politique nationale qui, elle, promeut l'élaboration et l'adoption de plans de déplacement urbain pour les zones urbaines de plus de 150 000 habitants. Donc finalement, Sousse était en avance sur une politique nationale qui a été validée par le Conseil des ministres il y a déjà 2 années de mémoire. Et puis, comment les actions qui ont été menées, qui ont été proposées dans le cadre du plan de déplacement urbain peuvent finalement s'inscrire dans cette réduction des émissions de gaz à effet de serre tunisienne. Est-ce qu'elles contribuent à plus ou à moins que cet engagement qui est celui présenté là, qu'il soit conditionné ou inconditionnel dans le cadre de la NDC. Donc, c'est les questions qui nous ont interpellés pour réaliser cette assistance technique. Mais comme point de départ, nous avions donc le plan de déplacement urbain de la ville de Sousse qui était finalisé. Je vais laisser M. Moès nous le présenter avant que Émilie Ball présente notre démarche sur les émissions de gaz à effet de serre. Monsieur Moès, votre micro est coupé. Merci beaucoup Julien pour cette présentation. Merci à Mobilize Your City donc, de nous avoir donné l'occasion de présenter le PDU dans un contexte général, puisque je suis d'une sensibilité beaucoup plus urbaniste que mobilité, et vous allez voir que l'imprécation entre l'urbanisme et la mobilité a mené à un concept qui est unique. Alors, je ne sais pas si je peux avoir la main sur les slides pour passer à la deuxième. Voilà. Alors, le PDU de Sousse a été fait dans le cadre d'un grand projet, d'un grand programme qui s'appelle le Plan de développement urbain intégré de la ville de Sousse et du Grand Sousse. Sousse, c'est une ville chef-lieu du gouvernorat. Le Grand Sousse, c'est 11 villes qui forment une tâche urbaine assez compacte. Le projet qui a été réalisé en partenariat technique et financier avec la Confédération suisse, avec le secrétariat à l'économie de la Suisse, a porté sur un certain nombre d'études qui ont été menées d'une manière simultanée, c'est-à-dire en travaillant pour chaque étude en mode de vase communicant. Ce qui est important, ce qui est intéressant à dire, c'est que la finalité de ce programme, c'est de permettre à la population du Grand Sousse de profiter de conditions de vie meilleures, que ce soit au niveau économique, environnemental et social.
Le PDUI, alors je ne sais pas si on peut passer la deuxième slide, je n'ai pas la main. Voilà. Alors, le PDUI a travaillé sur 4 axes imbriqués les uns aux autres, avec un axe urbanisation et un projet phare. Le plus important, c'est le plan d'aménagement urbain. C'est une sorte de plan d'occupation des sols, ou qu'on appelle communément ici en Tunisie un plan de développement urbain. Un axe de mobilité avec le projet phare, le projet le plus important, le PDU. Et puis, un troisième axe qui s'appelle l'énergie, avec un angle de vision beaucoup plus climat que énergie. Et puis, et bien entendu, une composante transversale qui s'appelle, qui consiste à la numérisation. Voilà, c'est l'étoile finalement qui a mené à un certain concept qu'on va développer tout de suite. Donc, le PAU au centre de l'intérêt, puisqu'il définit l'organisation de la ville sur les 20 et 30 ans à venir, mais entouré de ces études stratégiques dans le PDU et qui a fait un certain nombre de résultats. La première, c'est voilà. La première, c'est, excusez-moi juste, donc je passe, voilà, le concept sous la ville de proximité. Alors, on a commencé par, alors je parle là beaucoup plus de la casquette de l'urbanisme, mais vous allez voir que finalement, tout se recoupe. La décision communale est d'élaborer un plan d'aménagement urbain durable. On est parti d'un diagnostic qui partageait du territoire communal et on a fait découper la ville en 55 quartiers dans 18 secteurs. Et chaque entité a été analysée d'une manière très exhaustive de façon à répondre aux critères d'un nouveau concept que vous voyez en titre, la ville du quart d'heure. Donc, on essaie de promouvoir un nouveau concept à ce que, dans la durée du quart d'heure, on peut faire tout à Sousse. Et bien sûr, parallèlement aux études urbaines du plan d'aménagement urbain, l'étude de la promotion de la mobilité active dans le cadre du PDU et d'une autre étude plus opérationnelle et sur juste la ville de Sousse qui s'appelle le plan de circulation et de stationnement. Alors, le concept de la ville de quart d'heure, c'est de édifier ou éditer ce qu'on appelle des chronogrammes. Là, vous voyez un exemple sur les écoles primaires, de façon à ce que tout citoyen de la ville, que ce soit pour s'éduquer, pour faire des courses, pour se divertir, pour travailler, etc., le maximum possible de concepts, peut le faire à un quart d'heure, à 15 minutes de chez lui. Et là, donc, la finalité, les résultats attendus, c'est une réduction de la dépendance au transport motorisé, notamment individuel, pour la réalisation d'activités essentielles et vitales, une dynamique, donc installer une dynamique de proximité donc pour une meilleure cohésion sociale, et bien sûr, la finalité importante, c'est la diminution des émissions, entre 8 et 10%, induites par les déplacements pendulaires, et la réduction de l'emprise de la voirie par une augmentation des espaces végétalisés et des espaces beaucoup plus agréables pour, je dirais même beaucoup plus humains pour les citoyens de la ville de Sousse. Oui. Alors, un des concepts qui a aussi émergé de cette approche, c'est la pythonisation. Donc, on voit ici, je vous donne un exemple très édifiant à Sousse, une voie qui est front de mer, qui est très belle, potentiellement belle, mais qui est très marginalisée par une circulation de transit véhiculaire très importante et très dense. Donc, on a pris le choix de la piétoniser, du moins partiellement, tous les dimanches, avec l'ambition, bien sûr, de pérenniser ce concept. Et vous voyez que cette rue se transforme en rue apaisée qui permet aux gens d'être à l'aise et même d'y organiser des événements très marquants qui drainent pratiquement toute la ville. Donc, le concept, réduire la place de la voiture particulière sur l'espace public, apaiser cette rue, bien sûr, d'autres rues certainement suivront, et encourager la mobilité douce et faire de la rue un lieu public d'échange et de sociabilité.
Après, voilà. Alors, ceci nous mène, là, on parle ville, parce que le plan d'aménagement urbain, c'est spécifique à une ville de Sousse. La ville de Sousse, c'est 250 000 habitants, mais là, on parle maintenant de métropole des proximités, et là, c'est là où intervient le PDU, avec le même concept qu'on va voir, c'est les proximités. Alors, la métropole de Sousse, c'est à peu près 600 000 habitants, une métropole qui a un taux de croissance et de développement peut-être les plus élevés de la Tunisie. Voilà. Mais avec un constat fait dans le cadre du diagnostic du PDUI, un système de mobilité urbaine totalement inefficace, un usage excessif de la voiture particulière, un transport en commun très en difficulté, un réseau de bus radial peu performant et surtout aussi le caractère envahissant des transports de personnes, les transports non réglementaires de personnes qui finalement synonyme à pratiquement des voitures, des véhicules particuliers. Alors, la situation a été, par ce diagnostic, jugée alarmante, très critique, donc il fallait agir. À l'horizon 2030, donc il y aura 1 million de déplacements quotidiens qui seront réalisés sur le Grand Sousse. Et si on ne fait rien, c'est-à-dire ça va être un peu le blocage, et un blocage qui sera synonyme, un blocage économique, mais aussi à une très forte atteinte sur l'environnement. Alors, l'objectif du PDUI, donc, ça a été pour nous une démarche stratégique avec des objectifs bien fixés en matière de politique de déplacement des personnes et bien sûr des marchandises. Je rappelle que Sousse est une ville polyfonctionnelle, universitaire, avec des pôles de santé assez importants, mais aussi il y a un port commercial très dynamique et donc qui sert notamment l'arrière-pays de la ville de Sousse. Alors, le PDU est là pour réguler un peu tout ça et avec une cohérence, comme le disait si bien Monsieur Julien, avec une étude qui s'est faite en cohérence totale avec la politique nationale de mobilité urbaine, et c'est une étude qui a été menée d'une manière partenariale avec tous les acteurs, avec les 11 villes qui composent le Grand Sousse, donc avec que ce soit les élus, mais aussi surtout les techniciens, les cadres techniques de ces villes, concertés avec la société civile, avec les acteurs clés de la mobilité, et bien sûr, j'insiste sur le qualificatif intégré, puisqu'elle se fait en concordance avec toutes les autres études, notamment que ce soit au niveau de l'urbanisme, comme au niveau des études d'équilibre énergétique et de climat. Alors, le PDU a été précédé d'une enquête ménage-déplacement qui a fait sortir beaucoup d'éléments importants qui ont, bien sûr, orienté nos choix. Donc, on trouve que la moitié des déplacements ici, dans le Grand Sousse, se fait pratiquement à pied. On peut aller au-delà, c'est que plus que la moitié de ces déplacements se font par des femmes. Un quart des déplacements se réalise par les voitures particulières. Une part très, très faible, malheureusement, des transports en commun. Les transports non régulés de personnes que je qualifie d'envahissants portent aussi sur pratiquement entre 10 et 11% des déplacements, mais avec quelque chose de très important, c'est qu'ils occupent énormément l'espace public. Alors, je reviens au concept des 15 minutes. 15 minutes en ville, bien sûr, ce n'est pas 15 minutes sur une métropole, sur une agglomération. Et là, donc, on parle de 15 minutes en transport en commun qui peut faire desservir pratiquement toute la métropole. Voilà. Donc voilà, des schémas, à peu près 1 kilomètre si on peut le faire à pied. Donc un enfant qui va à la maternelle ou à l'école primaire, il n'a pas à aller au-delà. À vélo aussi, donc on peut parcourir pratiquement la moitié de la ville de Sousse à vélo, mais avec 15 minutes ou 2 fois 15 minutes, donc que ce soit en bus ou
un transport en commun spécifique sur rail, etc. Donc, on peut le faire sur, bien sûr, toute l'agglomération. Alors, le scénario retenu du PDU, c'est un scénario très volontariste, donc ce n'est pas le fil de l'eau du tout, donc il vise à sortir de cette dichotomie de centre-périphérie en développant les quartiers, donc en développant une ville polycentrique où chaque pôle peut répondre tant que possible aux besoins quotidiens de ses habitants, tout en étant bien sûr interconnectés les uns aux autres. La finalité aussi, c'est une réorganisation de la mobilité intramétropolitaine dans un double objectif de réduction, bien sûr, des kilomètres et la baisse de l'usage de la voiture particulière au mode actif et au transport en commun, et bien sûr de créer un système de déplacement multimodal qui combine l'usage de la marche, du vélo à l'échelle locale, d'un système performant de transport collectif, mais surtout efficace à l'échelle de la métropole. Oui, un peu plus rapidement. Alors, je vais essayer d'aller très rapidement pour ne pas donc dépasser ce qui m'est permis. Donc, voilà, donc là, on rentre un peu dans les détails et les couloirs étudiés ou à étudier sur tout ce qui est transport en commun, etc. On passe à la prochaine, si vous voulez. Voilà. Alors, le PDUI, la résultante, c'est 10 axes d'intervention, d'approfondissement de la réflexion, qui ont mené, 10 axes, l'essentiel, assurer une meilleure gouvernance de la mobilité urbaine, minimiser les besoins de déplacement, développer un urbanisme de courte distance, renforcer l'attractivité des transports collectifs, etc. Et ces 10 axes nous ont menés à réfléchir sur 25 plans d'action. Le slide suivant, 25 actions. Est-ce qu'on peut passer à la... Je n'ai pas la main, malheureusement. Voilà. Alors, aussi, le suivant aussi. Donc, vous pouvez consulter à l'aise ces slides. Le slide suivant. Merci, Émilie, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est 25 actions. Alors, ce qui est important, c'est que chaque action est portée dans une fiche. Et ce qui est intéressant aussi, ça démontre même ici en Tunisie, il y a une certaine volonté d'application. Il y a au moins une dizaine de fiches actions qui ont été d'ores et déjà mises en application. Je ne vais pas rentrer là dans les détails, mais que ce soit au niveau de l'urbanisme, puisqu'on parle d'urbanisme de proximité et ça se trace sur des plans, ça se fait sur des présentations. Il y a des rocades qui sont en train d'être aménagées pour raccourcir les distances. Il y a cet esprit d'améliorer le transport en commun, notamment en phase 2 du PDUI, avec un très large partenariat avec l'acteur clé du transport en commun, qui est la Société de transport du Sahel, qui est sous tutelle du ministère de Transport, mais qui travaille de concert avec la ville pour améliorer son réseau bus. Et on est en train aussi carrément de penser au concept de BHNS, de bus à haut niveau de service, et même la STS, conformément aux vœux de la ville, a même proposé dans le plan d'investissement triennal de la Tunisie, et que ça lui a été accordé entre 2023 et 2025, de prévoir une première expérience, une première ligne de BHNS. Alors, je conclus que le PDU, la finalité finalement de réduire les gaz à effet de serre, a été conçu comme une ambition, une démarche et aussi un instrument. Ce document a besoin, les recommandations qui existent dans ce document a besoin toujours d'être suivies par les autorités, d'être divulguées auprès de la société, d'être développées et surtout avoir la volonté politique et technique de les concrétiser en actions et résultats tangibles. Donc, je termine par cette phrase. Il apparaît indispensable que toutes les parties prenantes, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle locale, aient en conscience que l'application, la concrétisation
des 25 fiches actions du PDI nous mènerait, pour revenir donc à la présentation de Julien, nous mènerait à cet engagement de la Tunisie de pouvoir réduire l'émission des gaz à effet de serre. Je vous remercie. J'espère que j'ai été dans les temps. C'est bon? Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur Moès, beaucoup pour cette très intéressante présentation. On avait déjà pris un petit peu de retard dès le début, en fait, donc je vais directement passer la parole à Émilie et Julien pour la présentation suivante, et donc il va s'intéresser plus en détail aux impacts et au calcul des impacts du PDU que vous venez de nous exposer. Merci beaucoup. Merci. Permettez-moi juste d'envoyer un petit message à monsieur Masmoudi qui a eu le micro qui s'allumait pendant la présentation de monsieur Moès. Soyez bien vigilants, ça crée des perturbations. Émilie. Ok, merci en tout cas Moès pour cette présentation. Je pense que ça donne un bon contexte et un bon aperçu aux participants du contexte du Grand Sousse. Donc je vais aborder un peu la partie plus technique et je vais commencer par vous présenter la méthodologie qu'on a utilisée pour l'évaluation des gaz à effet de serre. Donc en gros, on s'est appuyé sur la méthodologie ASIF qui offre en fait un cadre général pour les évaluations de gaz à effet de serre du transport, aussi bien de personnes que de marchandises. Elle repose sur quatre grands paramètres qui sont donc l'activité de transport, donc le nombre de kilomètres parcourus par personne ou par les marchandises. Ensuite, on a la structure modale qui est aussi un paramètre important puisqu'on va avoir, selon les modes de transport, des consommations et des impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre qui vont être différentes. On a un paramètre intensité énergétique, donc des modes qui va être lié à la consommation énergétique de chaque véhicule. Donc, il faut savoir qu'elle dépend de nombreux facteurs, aussi bien de l'âge, de la motorisation du véhicule. Ça dépend aussi de la conduite des conducteurs. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent influencer cet élément-là. Et finalement, on a le contenu carbone des carburants. Il faut savoir que chaque carburant, que ce soit le diesel, que ce soit l'essence, ont des facteurs d'émission différents qui sont liés en fait à leur teneur en carbone. Quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre, il y a deux manières de les évaluer. Donc, il y a une première approche qui est l'approche tank to wheel qui va se concentrer sur les émissions de gaz à effet de serre produites pendant un trajet. Donc, on va vraiment se concentrer sur au moment où le conducteur prend son véhicule, roule et arrête son véhicule. Donc, ça va être vraiment les émissions liées au trajet. Et on a une seconde approche qui est une approche qui, selon moi, est plus adaptée quand on essaye d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre à un niveau national, puisqu'on va vraiment regarder aussi d'autres aspects, d'autres paramètres qui vont pouvoir jouer sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a l'approche well to wheel qui va regarder quelles sont les émissions de gaz à effet de serre de la production du carburant jusqu'à l'utilisation du véhicule et du trajet compris. Donc, nous, dans notre approche, puisqu'on se concentrait sur le plan de déplacement urbain du Grand Sousse, donc sur le déplacement de personnes, on a utilisé l'approche tank to wheel. En termes de méthode de calcul, donc vous avez pu le voir dans la formule ASIF, qui a l'activité de transport, qui est un paramètre important et qui est aussi l'élément le plus difficile, si on peut dire, à déterminer, puisqu'il dépend de beaucoup de données qui ne sont pas toujours facile à déterminer ou facile à avoir. Donc, on a plusieurs manières de déterminer le nombre de kilomètres parcourus par mode et par catégorie de véhicules. Donc, on a la première qui est les véhicules kilomètres. Donc, on a directement l'activité de transport, donc le nombre de kilomètres parcourus par les véhicules. Donc, ça, c'est des données qui peuvent être obtenues par les relevés kilométriques des véhicules ou bien par des modèles de trafic, par des relevés GPS. Donc, ça, c'est une donnée qui est plus facilement exploitable puisqu'on n'a pas de calcul intermédiaire à faire, mais c'est aussi une donnée qui est plus difficile à avoir. Une autre manière de déterminer les kilomètres parcourus, c'est une approche par la flotte. Donc, on va, avec les retours d'expérience, on peut avoir un nombre de kilomètres moyen qui peut être parcouru par an par véhicule. Donc, ça, c'est une donnée qui peut être assez facilement déterminable, mais qui ne prend pas forcément compte des spécificités de chaque contexte. Donc, on a des contextes où peut-être que ce chiffre ça sera sous-estimé, dans d'autres contextes peut-être surestimé, mais c'est une donnée qu'on peut
assez facilement à voir. Et puis, on a la flotte de véhicules qui peut être en général déterminée grâce au recensement de véhicules. Et donc, après, par un produit en croix, on arrive à déterminer l'activité de transport. Donc ça, c'est deux méthodes qui sont compatibles avec l'outil Mobile Azure City. Donc, c'est des approches vraiment véhicules. C'est une approche aussi qui est moins facile à comprendre ou moins facile à appréhender quand on parle de politique de mobilité urbaine. Quand on parle avec des acteurs locaux ou des autorités, les déplacements de personnes sont plus faciles à interpréter puisque, comme on a pu le voir au travers du plan d'action du Grand Sousse, on parle vraiment d'impact sur les déplacements de personnes. Donc, c'est une chose qu'on a essayé d'explorer aussi dans cette activité. Et donc, c'est une donnée qui peut être déterminée en général, donc comme ça a été fait pour le Grand Sousse par des enquêtes ménage-déplacement, qui nous permettent de déterminer vraiment les pratiques de mobilité sur un territoire. Donc là, on est vraiment à une échelle locale d'un territoire ou d'une agglomération. Donc ça, c'est les trois manières de déterminer les kilomètres parcourus. Et donc, bien sûr, pour pouvoir déterminer ces kilomètres, on a besoin d'un certain nombre de données. Donc, nous, on a pu avoir accès à un certain nombre de données sur notre périmètre et études sur notre périmètre ou à des échelles élargies. Donc, on peut voir ici qu'on avait des données et des études à l'échelle de la Tunisie dans le cadre de l'évaluation qui a été faite pour la politique nationale de mobilité urbaine. On avait également des données à l'échelle du gouvernorat de Sousse, qui est encore un périmètre un peu plus grand que celui du Grand Sousse. On avait donc les deux enquêtes ménage-déplacement, les résultats des deux enquêtes ménage-déplacement à l'échelle du Grand Sousse, donc la première de 2005 et la seconde qui a été menée plus récemment en 2020, qui étaient également à des échelles légèrement différentes puisque le Grand Sousse était en 2006 à un périmètre un peu plus restreint. Et puis, on avait des données aussi qui étaient fournies à l'échelle de la commune de Sousse. Donc, plus on a de données, plus ça implique de traitement, mais ça implique aussi un moyen de comparaison, de voir si on arrive à retomber un peu sur nos pieds et essayer de conforter les résultats qu'on peut avoir lors de nos calculs. En parallèle, on avait, mais on va le voir plus tard, des études aussi, l'étude qui avait été faite dans le cadre du PDU de Sfax, et on avait aussi le recensement du nombre de véhicules à l'échelle du gouvernorat de Sousse. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour commencer? C'était par mode de transport étudié, on a essayé de voir, est-ce qu'on peut déterminer directement les kilomètres avec l'approche véhicule-kilomètre? Oui, non. En l'occurrence, pour la plupart des modes de transport étudiés, on n'a pas pu le déterminer directement, mais on avait d'autres données qui nous permettaient de l'approcher par la flotte. Donc, en termes de voitures particulières et de roues motorisées, il y avait cet enjeu de périmètre qui ne nous permettait pas tout de suite d'avoir la donnée directement à l'échelle du périmètre du Grand Sousse, mais il y a des calculs et des hypothèses qui ont été prises en compte. Et pour les autres modes de transport, on avait des données assez fiables en termes de flotte qui nous ont permis de redéterminer et d'essayer d'estimer le nombre de kilomètres parcourus. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe avec le calculateur d'émissions de gaz à effet de serre Mobile Azure City? Donc, c'est ce calcul-là. En gros, en résultat, en sortie, on va avoir les émissions de gaz à effet de serre. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de rentrer déjà le paramètre de la flotte pour l'exemple de la voiture. Donc, on avait un fichier qui recensait à peu près 100 000 véhicules à l'échelle du gouvernorat de Sousse. Étant donné que ce périmètre était un peu plus large que le nôtre, on a pris l'hypothèse que au regard au regard de la taille du Grand Sousse par rapport au gouvernorat, au nombre de populations, etc., qu'on pouvait considérer que 80% de ces véhicules appartenaient au périmètre, étaient recensés sur le périmètre du Grand Sousse. Ensuite, en termes de distance annuelle moyenne, on a pu échanger, donc on avait plusieurs sources de données qui nous donnaient un nombre de kilomètres moyens parcourus par véhicule. On a pu également échanger avec les acteurs locaux qui pouvaient également nous donner des informations à ce sujet. Et donc, on est arrivé à peu près à une moyenne de 20 000 kilomètres parcourus par an et par véhicule, dont effectivement, tous ces kilomètres-là sont parcourus sur un an. Mais ces kilomètres peuvent être parcourus dans le cadre de vacances, peuvent être parcourus en dehors du périmètre, comme a pu déjà le montrer Vincent plus tôt dans la présentation de l'approche en termes de périmètre. Donc, on a considéré que dans les faits, a priori, 50% des kilomètres pourraient être comptabilisés dans le cadre du périmètre du Grand Sousse.
Après, il y avait les facteurs d'émission, donc qui sont une donnée d'entrée fixe et qui dépendent donc du carburant utilisé. Et au regard du recensement, on a pu estimer qu'à peu près 50% de la flotte de véhicules étaient des véhicules essence et 50% de la flotte étaient des véhicules diesel. Donc, grâce à ces entrants-là, on a pu saisir dans le calculateur Mobilize Your City ces données et obtenir des résultats en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça nous a donné, donc en faisant l'exercice pour chaque mode de transport, on a réussi à aboutir à ce résultat suivant de 189 000 tonnes de CO2 équivalent émis par an à l'échelle du périmètre du Grand Sousse. Donc, ça représente à peu près 325 kg de CO2 par an et par habitant. On voit également que la voiture est responsable de la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre. Les TNRP individuels ou taxis également, et les TNRP collectifs aussi. En termes de kilomètres parcourus aussi sur l'année, on voit que la voiture donc, émet plus, est responsable de la plus grande partie des émissions de gaz à effet de serre, mais elle est également responsable de la majeure partie des kilomètres parcourus. Donc, pour voir si nos résultats étaient cohérents, on a essayé de regarder, de comparer nos résultats avec d'autres sources de données qu'on avait. Donc, on avait à l'échelle de la Tunisie, donc les résultats de 700 et 825 kg par habitant et par an selon l'année de référence. Là, on est plus élevé en termes d'émissions, mais aussi parce qu'on a considéré les émissions liées au transport de marchandises, qui n'était pas le cas dans le cadre du PDU du Grand Sousse, où on s'est concentré vraiment sur le transport de personnes. Le Grand Sfax donc avait le même contexte que nous. Ils se sont concentrés sur les émissions liées au transport de personnes. Donc, on tombe sur un chiffre de l'ordre de 350 kg de CO2 par habitant et par an, donc qui est comparable à ce qu'on a pu trouver sur le Grand Sousse. Et à l'échelle de la commune de Sousse, même constat, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, entre 300 et 500 kg de CO2 par an et par habitant. Donc, on voit que les résultats sont plutôt cohérents, qu'on part d'une situation actuelle qu'on peut considérer comme réaliste pour faire nos projections. Donc, on en vient aux projections des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de notre périmètre d'étude. Donc, on avait deux scénarios, le scénario laisser-aller ou BAU et le scénario PDU 2030 avec la mise en œuvre du plan d'action du PDU. Donc, avant de commencer à faire ces projections, on a essayé de voir quels étaient les paramètres qui pouvaient jouer sur les émissions de gaz à effet de serre à 2030. Donc déjà, sur l'activité de transport, il y a la croissance économique. Si un pays est en croissance économique, on peut estimer que peut-être les habitants se déplacent plus, vont parcourir plus de kilomètres. On a aussi la croissance urbaine, la croissance démographique et l'étalement urbain qui fait que avec les villes qui ne cessent de grandir, on va avoir des personnes qui vont toujours habiter plus loin du centre urbain et devoir parcourir plus de kilomètres. Donc ça, ce sont des éléments qui peuvent jouer sur l'activité. On a également la structure modale. On peut imaginer que si on a une évolution de l'offre de transport avec une mise en place d'un service de bus plus performant, on peut estimer que les gens vont se reporter sur le bus. On peut imaginer aussi que si on a des aménagements urbains plus sécuritaires, plus confortables pour les modes actifs, on peut aussi s'attendre à ce qu'il y ait un report modal vers le vélo ou la marche. À l'inverse, si on est et c'est ce qu'on va voir juste après, un taux de motorisation qui a tendance à accroître, à l'inverse, on risque d'avoir une part modale voiture qui va prendre encore plus d'importance dans notre structure modale. On a d'autres éléments qui peuvent aussi jouer sur la consommation des véhicules et sur le contenu carbone des carburants, c'est l'évolution de la flotte. Si on a des véhicules qui émettent moins parce qu'ils sont des moteurs qui sont plus performants ou qui sont moins émetteurs d'émissions de gaz à effet de serre, on peut avoir des réductions. Si on a une électrification du parc, on peut aussi avoir des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Quand on parle d'utilisation, c'est sûr que c'est aussi quelque chose à corréler avec la production d'énergie. Si on a beaucoup de véhicules électriques, mais qu'à l'inverse, notre production d'électricité est très émettrice en termes de gaz à effet de serre, donc il y a ces éléments qui sont aussi à considérer dans la balance.
Donc, ce qu'on voit et ce qui avait déjà été présenté rapidement par Moez avant, on a une croissance démographique très importante. On a une multiplication de la population par un facteur d'1,3 quasiment d'ici entre 2020 et 2030 pour atteindre presque 800 000 habitants. Donc, on a déjà d'un côté une forte croissance démographique et de l'autre côté, on a également une croissance du taux de motorisation. Donc, on a essayé de regarder sur la base des fichiers de recensement des véhicules comment était la tendance depuis. Donc, on a pu aller jusqu'à 1980. On voit qu'on est quand même sur une tendance à la hausse de l'ordre de plus 5% par an. Donc, on peut s'attendre que si rien n'est mis en place, on va continuer d'avoir cette tendance-là à l'horizon 2030 dans le scénario laissé aller. Donc, ça nous a, en prenant en compte l'augmentation de la population, en tenant compte également de l'augmentation du taux de motorisation et en considérant que l'offre en transport n'évoluait pas, donc on reste à peu près à la situation actuelle, donc pas d'évolution de l'offre transport public, pas d'évolution des aménagements cyclables ou piétons. Donc, on a cette tendance-là où la voiture prend encore plus de place. On a également une petite évolution de ce côté-là où on va avoir des TNRP individuels, taxis, qui vont commencer à devenir collectifs. Donc, sans évolution de l'offre, on va avoir plus de personnes dans les véhicules, donc une augmentation du taux de remplissage. Et donc, on a une augmentation des émissions naturellement de gaz à effet de serre par personne et par an. Donc, on arrive à 375 ce qu'on va voir juste après, c'est qu'on avait des engagements nationaux de la Tunisie qui prévoyaient de réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 de l'ordre de 17% pour le secteur du transport. Donc là, on voit qu'on est sur une tendance qui est inverse, hein, qu'on a une augmentation au lieu d'avoir une diminution. Donc, si on voulait répondre aux objectifs fixés par la Tunisie, on devrait en réalité atteindre un niveau de 260 kg de CO2 par an et par habitant. Donc, on voit qu'on en est encore très loin. Et c'est l'objet donc, avant de passer au scénario VAU, peut-être voir aussi ce qui s'est passé en termes d'évolution des parts modales. C'est donc une part modale voiture qui augmente au détriment de la marche à pied, qui était déjà très importante aujourd'hui. Et on a également une augmentation de la part modale TNRP individuelle, comme je l'évoquais avant, liée à l'augmentation du taux de remplissage. Donc, avant même de regarder le plan d'action du PDU du Grand Sousse, on a essayé de voir quels étaient les leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la mobilité urbaine. Donc, dans un premier temps, on a l'effet de substitution. Si au lieu de se déplacer pour aller travailler ou au lieu d'aller faire ses courses ou au lieu d'aller chez le médecin dans le centre, peut-être qu'on pourrait ne plus réaliser ce déplacement, faire du télétravail, peut-être qu'on peut aussi trouver d'autres moyens de substitution au déplacement. Donc ça, c'est un premier levier. Ensuite, on a l'effet du mode. Donc, au lieu de prendre sa voiture, on se reporte vers les transports en commun ou vers les modes actifs. On a l'effet de distance également. Donc, si on est dans cette logique de métropole des proximités, on essaye de vraiment créer des centres, plusieurs polarités et d'éviter d'avoir une seule polarité principale. Donc, on peut s'attendre à réduire les distances parcourues par déplacement. Il y a l'effet de remplissage aussi, donc c'est vrai que c'est beau et c'est bien d'avoir des bus au lieu des voitures, mais si ces bus circulent vides, qu'on a des taux de remplissage qui sont très faibles, en fait, il vaut mieux rester sur la voiture parce qu'un bus consomme beaucoup plus qu'une voiture. Donc, il y a cet enjeu aussi d'augmenter le taux de remplissage des véhicules pour que les bus deviennent vraiment un mode vertueux. Et les effets de performance énergétique qu'on évoquait aussi un peu plus tôt, si on a des véhicules plus performants, si on s'imagine développer la flotte de véhicules électriques, on peut s'attendre aussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Donc, qu'est-ce que ça donne si on met en place le plan d'action du PDU du Grand Sousse? Donc, on a ici les scénarios, les CAL et PDU. Donc, on voit qu'on est sur le même nombre de déplacements parcourus. On a considéré qu'au regard du contexte tunisien, des pratiques et de la culture aujourd'hui, que le télétravail n'est pas encore trop prégnant et que ce n'est pas une pratique qui est très courante. Donc, on n'a pas joué vraiment sur ce levier-là. Par contre, on voit qu'à nombre de déplacements constants, on a une diminution de l'usage de la voiture en faveur des bus, un retour à peu près de la marche au niveau qu'on pouvait observer avant, et aussi une croissance de l'usage du vélo. Donc, cette mise en œuvre du plan d'action du PDU du Grand Sousse nous permet de réduire et de répondre en fait aux engagements fixés par la NDC, merci, et donc d'être même en deçà du seuil de 260 kg de CO2 par an et par habitant. Donc là, on a une comparaison des parts modales projetées. Donc, on retrouve à peu près les niveaux d'avant en termes de part modale piéton. On a la même part modale voiture, mais on a une augmentation de la part modale bus. On a également une augmentation de la part modale vélo dans le cadre du scénario PDU 2030. Donc, en termes donc voilà, ça c'était pour finir sur les analyses suivantes. Et je redonne la parole à Julien. Merci. Une brève conclusion pour ouvrir la discussion. Simplement de dire que, en effet, pour revenir sur la présentation du PDU faite par M. Moez, il y a cette volonté d'intégrer l'urbanisme et le transport. C'était le projet du PDUI. Et nous, experts mobilité, on est ravis de travailler avec des experts urbanistes, en l'occurrence Urbaplan, pour travailler sur ces notions-là, de recréer du lien à l'échelle des territoires de proximité et donc permettre à chaque mode de trouver sa zone de pertinence dans une perspective de réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc de faire conjointement du avoid et du shift. Et puis ensuite, le constat qui est fait, c'est qu'en effet, à travers la mise en œuvre du plan d'action du PDU, qui repose notamment sur un projet emblématique qui est le bus à haut niveau de service de Sousse, qui a vocation à restructurer l'offre de transport public, de redynamiser finalement ce mode de transport qui est délaissé par les populations parce que il n'est pas du tout efficace, il n'est pas du tout performant actuellement, de jouer la carte de la complémentarité avec les transports non réguliers de personnes, qu'on appelle transports artisanaux d'une manière générale, et puis de jouer sur cette carte de la proximité, donc à travers des aménagements favorables à la marche à pied et au vélo, eh bien, on peut parvenir à réduire les émissions de gaz à effet de serre au-delà de ce qui est l'engagement de la NDC. Donc, c'est vraiment un message pour dire faites confiance à la mobilité urbaine pour réduire les émissions de gaz à effet de serre plus que ce que peut-être les spécialistes du climat et de l'énergie ont envisagé. Faites confiance et donc contribuer au financement d'un certain côté, que ce soit au niveau national, puisque c'est un message qui s'adresse directement au ministère des Finances de la Tunisie, mais aussi avec des partenaires internationaux. Et je suis persuadé que le SECO qui nous écoute est ravi de voir ce message, puisque c'est l'appui qu'il a apporté à la ville de Sousse qui a permis d'arriver à cette trajectoire qui est pour l'instant que planifiée. Et on a également fait un scénario complémentaire pour voir quel serait l'impact de l'électrification du parc. Alors, on n'a pas été jusqu'à mesurer les émissions du puits à la roue. On est vraiment resté du réservoir à la roue. Et donc, évidemment, l'électrification a un effet
très fort, mais c'était pour jouer avec les paramètres du calculateur des émissions proposées par Mobilize City pour essayer de voir justement toutes les marges de manœuvre dont on disposait pour cela. Un petit élément, d'ailleurs, on a inscrit dans ce scénario du plan de déplacement urbain le remplacement des 2 roues motorisées à Sousse, il en reste au moins pour 2% des trajets, par du vélo à assistance électrique. Donc voilà, les messages sont ceux que je développais précédemment. Le plan d'action peut contribuer au-delà des engagements nationaux. Le financement est nécessaire et donc on aimerait voir une démarche top-down en termes de financement des projets du plan de déplacement urbain de Sousse. Et puis, il y a toute une discussion à avoir sur les méthodes d'évaluation, la méthodologie qui a été utilisée, parce que Émilie est passée très vite sur des difficultés que nous avons rencontrées, sur les enjeux de périmètre, sur l'absence de prise en compte des flux liés au tourisme, alors que Sousse est une ville très attractive du point de vue du tourisme, l'absence de données en termes de transport de marchandises. Malheureusement, on n'a pas pu intégrer cela alors qu'on sait que ce sont des émissions qui sont en forte croissance. Et puis, l'enjeu, on y revient, de développer un observatoire de la mobilité urbaine à l'échelle du Grand Sousse pour pouvoir monitorer, pour pouvoir suivre autant que possible l'évolution des différents comportements de mobilité, de l'offre également, pour pouvoir vraiment suivre annuellement la tendance et pouvoir peut-être réévaluer ces émissions de gaz à effet de serre grâce à l'outil utilisé. Je vous remercie. Merci, merci à tous les intervenants d'avoir pour cette super intéressante présentation. Je pense qu'on a été finalement dans le détail autant que possible dans le cadre du temps qui était disponible. Est-ce que en fait c'est l'occasion maintenant, il nous reste un petit quart d'heure sur cette session pour permettre aux participants d'éventuellement réagir, de poser leurs questions, de faire leurs commentaires. Du coup, n'hésitez pas tous ceux qui nous écoutent à poser vos questions, soit directement à nos intervenants, soit à lancer des éléments de discussion. On a Monsieur Farid Mohamed Saleh Rehini qui a levé la main. Je vais vous inviter à prendre la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro et activer votre caméra si vous le souhaitez pour poser votre question, si vous le souhaitez faire oralement. Bonsoir tout le monde. Je suis Farid Rehimi, je suis associé de professeur en Arabie Saoudite, expatrié. Je travaille essentiellement sur l'énergétique des systèmes de transport. Et en fait, justement, ma première, je vais aller directement au but. Ma première question, pourquoi utiliser Mobilize Your City au lieu d'utiliser Copert, qui est un consensus européen? Ça, c'est ma première question. La deuxième, est-ce que Mobilize Your City tient compte des gaz à effet de serre tels que le méthane ou vous savez qu'en Tunisie, par exemple à Sousse, les transports semi-collectifs utilisent d'une façon non formelle les bouteilles de gaz qui contiennent du butane. Le butane n'est pas un gaz à effet de serre, mais on ne sait pas trop concernant la photochimie qui peut générer du méthane. Et le méthane, en fait, c'est un gaz qui dure 100 ans et où les effets à effet de serre sont néfastes. Donc ça, c'est ma première question. Et par la suite, j'en ai une deuxième. Si vous voulez, je peux donner un élément de réponse sur votre deuxième question et je laisserai ensuite partenaire de Romed répondre à la première question. Donc au niveau de la deuxième question, dans le calculateur,
les facteurs d'émission des différents types de véhicules sont exprimés en équivalent CO2. Alors, personnellement, je n'ai pas l'information de savoir quelles sont les proportions éventuellement de méthane ou d'autres gaz à effet de serre sont émis par tel et tel carburant en direct. Ce n'est pas spécialement ma spécialité. Mais on parle d'équivalent de CO2 et donc ça inclut effectivement les autres gaz à effet de serre avec un facteur de conversion en fonction de leur effet Oui. finalement générateur d'accumulation d'énergie au niveau de l'atmosphère. La deuxième sous-question que vous aviez, c'était par rapport au gaz butane. Donc on a entendu évidemment cette information et c'est quelque chose qui est en partie pris en compte dans la nouvelle version du calculateur qui va sortir. Pas forcément le gaz butane en tant que carburant habituel puisque c'est effectivement très, très rare, mais il est possible d'utiliser cette nouvelle fonction qui va sortir donc de générer ses propres modes de transport pour finalement s'adapter de plus près au contexte et donc définir par exemple le mode de transport de ces véhicules qui utilisent du gaz butane avec leur propre facteur d'émission en termes d'équivalent de CO2. Donc ça nécessite évidemment une connaissance du terrain, mais c'est possible de le traduire dans l'outil. Je vais laisser peut-être Julien ou Émilie répondre à la première partie de la question. Question pas évidente, hein, parce que moi, comment vous avez dit que s'appelait le calculateur d'émission préexistant? Copert. Il est gratuit et en fait, ça contient tous les indicateurs européens. En fait, il est alimenté par l'IFSTA. Il est alimenté également par la norme, par la méthodologie de calcul allemande que je ne retiens pas maintenant. Mais en fait, disons que ça contient pratiquement l'ensemble des pays européens, plus la Grande-Bretagne, plus la Turquie, plus quelques pays dont je ne sais pas maintenant, c'est COPERT. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que ce calculateur Copert, il est particulièrement ciblé sur les véhicules. Oui, Et nous, oui. ce qui était, donc en fait, je ne sais pas, le calculateur Mobilizer City qui intègre tout un volet sur les émissions, les facteurs d'émissions par véhicule, et donc j'imagine qu'ils sont basés sur un référentiel international et probablement sur Copert si on creuse un petit peu. Là, le calculateur d'émissions de Mobilizer City, je me permets de le dire, Vincent, dis-moi si je me trompe, mais il a vocation, et c'est comme ça qu'on l'a utilisé nous à Sousse, à évaluer une politique publique. C'est finalement les deux manières d'utiliser le calculateur, soit par les kilomètres parcourus avec la possibilité d'utiliser un proxy avec la flotte, ou bien par rapport au déplacement. Et nous, tout l'effort a été d'essayer de caler la modélisation des émissions de gaz à effet de serre basée sur les déplacements à partir des chiffres dont nous disposions sur la flotte et les kilomètres parcourus. Donc, il y a eu tout un calage comme ça des émissions qui a été fait parce que nous, notre objectif, c'était d'évaluer les politiques publiques qui sont menées à l'échelle du territoire du Grand Sousse. Et pour cela, l'outil Mobilizer City, avec cette structuration Avoid, Shift, Improve et Fuel, ou du moins Activity, Model Shift, Intensity et Fuel, permet d'avoir cette décomposition des différentes approches en termes de politique publique. Merci. Si je peux juste conclure juste sur la question. Après, il y a un autre participant qui a levé sa main, mais pour complémenter cette question-là, parce que j'ai fait une petite recherche, il y a plusieurs calculateurs d'émissions de gaz à effet de serre lancés par plusieurs organisations, et ils ont chacun aussi leurs forces, leurs faiblesses. Je ne connais pas très bien Copert, mais je pense qu'il s'agit surtout d'un outil d'inventaire. Après, si vous voulez en savoir plus sur les différents outils disponibles, il y a un topic guide, un guide thématique qui a été produit par Eltis et qui est sorti cette année ou fin d'année passée, dont je vais mettre le lien en commentaire, qui notamment cite Copert, mais aussi le calculateur d'émissions de gaz à effet de serre de Mobilizer City comme des outils qui sont recommandés dans le genre de cas qui nous occupe. Si vous permettez, je vais peut-être donner la parole à M. Abdulrahim, qui a levé la main également. Et M. Ferit, si on a encore quelques minutes, je reviendrai vers vous. Mais...
N'hésitez pas en tout cas à prendre contact avec nous en direct si vous avez d'autres questions. Merci. Ok, bonsoir. Je tiens à remercier Mobilize City et les différentes présentations. J'ai très bien aimé et j'ai appris beaucoup de choses. Je suis en train de faire le lien entre le plan de déplacement urbain, le plan d'occupation des sols et le plan climat. Et bien sûr, je viens aussi d'apprécier un outil qui est l'outil calculator. Donc, concrètement, pour une ville, pour une commune comme la commune de Ouagadougou qui ne dispose pas de plan de déplacement urbain et de plan climat, que nous avons donc développé. Est-ce qu'il faut aller vers le plan climat ou encore il faut aller vers le plan de déplacement urbain? Et quelles sont les actions qu'il faut mener donc pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? Merci. Abdelrahim, il me faudrait plus de 2 minutes pour pouvoir te répondre sur cette question. En fait, comment dire, ces différentes démarches de planification, que ce soit la planification territoriale, la planification de la mobilité, la planification du climat, c'est des planifications qui, à mon sens, méritent de se faire soit les unes après les autres, soit en parallèle, voire de manière intégrée. Le risque en intégrant les dynamiques, c'est de ne pas avoir la même profondeur d'analyse pour chacun des sujets. Donc, j'aurais plutôt envie, personnellement, de conseiller une planification urbaine en premier, puis une planification des transports avec une intelligence pour associer les deux démarches pendant ces 2 phases. Et puis ensuite de faire une évaluation climat. Mais j'aimerais aussi laisser la parole à Monsieur Moez pour qu'il présente cette démarche du PDUI. Avec le micro ouvert, Monsieur Moez, on vous entendra mieux. Oui. Voilà. Moi, personnellement, et d'après l'expérience du PDUI, je plaide beaucoup pour une simultanéité des études de la planification urbaine et de la planification des outils de transport et de mobilité. Je pense que d'après notre expérience, ces experts qui travaillent de concert, qui travaillent ensemble, avec une maîtrise d'ouvrage fortement impliquée et avec aussi un travail de concertation très large, même auprès des populations, a fait de sorte à ce que chacun apprenne de l'autre. C'est-à-dire des experts de mobilité ont beaucoup appris des concepts de l'urbanisme, du climat, et aussi vice-versa. Le contraire aussi est juste, c'est-à-dire les urbanistes qui ont tendance à être beaucoup plus cartésiens dans la planification proprement dite urbaine, donc en côtoyant des experts de mobilité et des experts climat. Donc, ils ont eu à travers toute la concertation qui s'est faite, donc pratiquement l'obligation de ne pas penser la ville, le territoire, juste en tant qu'un ensemble urbain, mais aussi un ensemble urbain où il y est extrêmement important de penser mobilité, transport, circulation et aussi climat. Je pars de cette expérience. Généralement, le tort chez nous, c'est qu'on a fait parfois des études fragmentées, des études qui sont déphasées dans le temps et qu'il n'y a pas une obligation même morale à ce que des experts dans le domaine ou dans l'autre prennent en compte ce que les autres peut-être ont fait d'une manière précédente. Alors, l'élément de cohésion le plus important dans tout ça, c'est la maîtrise d'ouvrage, c'est l'administration, c'est la commune. Donc, la commune, bien sûr, elle a pu gérer cette multitude d'études avec parfois des concepts différents pour essayer de faire converger les attentes vers finalement un objectif commun. Je parlais tout à l'heure de la ville des proximités.
Donc, et finalement, on se trouve toutes les études, enfin, toutes les conceptions qu'on a faites. Il y a un autre élément qu'on n'a pas parlé, donc, parce que je n'avais pas le temps, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle un plan directeur des espaces publics, c'est-à-dire un plan qui retrace un peu l'espace public, mais alors pensé avec les soucis de la mobilité, bien sûr, tout le concept et tout. Je vous ai perdu. Monsieur Moïse. On a perdu M. Moïse quand il nous parlait du plan des espaces publics à Sousse. Climat lié à la... Vous êtes partiellement de retour. Comment? On vous Monsieur a Moïse, perdu, on vous a perdu pendant 30 secondes. Voilà. Mais, juste, j'ai conclu que j'insiste et je plaide donc pour cette simultanéité d'élaboration des concepts. Donc, il y a une vision globale que la ville ou que l'ensemble des villes fait éditer, bien sûr en concertation, que ce soit au niveau de conseil, que ce soit au niveau même population. Et puis, la force motrice de cette démarche, c'est la commune, qui peut gérer tout cet ensemble d'études, d'experts, parfois à horizons différents, à les faire converger vers un objectif commun. Et j'ai présenté l'objectif commun tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une ville apaisée, une ville durable, une ville où il fait bon vivre, une ville où il y a un consensus entre les soucis d'avoir un tourisme de qualité, mais aussi des commerces et un port aussi très dynamique qui traîne, qui participe donc à l'évolution économique de la ville. Voilà. je vous remercie beaucoup pour ces compléments de réponse. En tout cas, moi, j'ai trouvé que cette session était particulièrement intéressante pour rentrer aussi dans le concret et faire le lien entre les outils méthodologiques tels que, par exemple, le calculateur d'émissions de gaz à effet de serre, mais j'invite également les participants à consulter les autres contributions méthodologiques qui sont proposées dans le cadre du partenariat Mobilizer City et de faire le lien avec une expérience très concrète telle qu'elle a été réalisée à Sousse. Je vous remercie énormément pour ce partage d'expérience. On a encore l'une ou l'autre main levée. Malheureusement, c'est la fin de notre session. J'invite éventuellement les personnes qui ont encore des questions à les écrire dans le chat, ou à nous contacter en direct. Et j'invite évidemment tout le monde, participant et même intervenant, à rester en contact avec Mobilizer City en consultant bien sûr notre nouveau site web, qui est une plateforme de connaissances pleine d'informations qui peuvent vous aider dans votre travail. Je vous invite à vous abonner à notre newsletter qui paraît plusieurs fois par an et qui justement rappelle aussi toutes ces sessions telles que celle-ci qui permettent de mettre en avant toute une série de thématiques bien précises, mais avec des liens avec les projets qui sont mis en œuvre dans le cadre du partenariat Mobilizer City et avec des villes qui sont membres. Et voilà, restez en contact, restez à l'écoute et je vous souhaite une excellente fin de journée.